L'invité de la rédaction. Sauf qu'elles sont deux femmes ce matin, vous avez la chance de les avoir sur votre plateau. Raina Liloafa, bonjour. Bonjour Kamar, effectivement nos invités sont deux ce matin. Il s'agit d'Axel Davzac, la directrice générale de la Fondation de France, accompagnée de Karine Meaux, qui est la responsable d'urgence de la Fondation de France. Bonjour mesdames. Bonjour. Alors Kamar l'a dit, vous avez récolté 44,4 millions d'euros. C'est la plus grosse somme jamais récoltée pour une cause comme celle-ci. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il y a eu un tel engouement autour de Mayotte ? Je crois que l'engouement, en tout cas, l'élan de solidarité, qui est tout à fait unique dans l'histoire de la Fondation de France, nous n'avons jamais collecté autant d'argent dans un délai si court, il témoigne, je crois, de l'attachement et en tout cas de la volonté de montrer à tous les Mahorais leur solidarité avec ce qu'ils venaient de subir. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième, ça arrive en France. Ça a été très, je crois, marquant pour toutes celles et tous ceux qui ont voulu faire un don. Et la deuxième chose, c'était la violence des images que les gens ont découvert en se réveillant le matin dans l'Hexagone et en voyant ces images-là. Ça a été terrible. Ouais. Alors, il y a déjà 19 millions d'euros engagés dans 238 initiatives. De quel type d'initiative parle-t-on ? Karine Meaux, allez-y. Merci. Ce qu'on a souhaité dès le début, c'est donner la parole aux associations de Mayotte qui représentent à leur façon les habitants de Mayotte. On a aussi, bien entendu, été en dialogue très rapidement avec les autorités locales et l'État, qui a aussi un certain regard sur les destructions qu'a porté Chido. Et donc, de ne pas restreindre nos dons financiers à des domaines spécifiques. Ce qui est remonté très fortement les premiers mois, évidemment, ce sont des aides d'urgence, notamment beaucoup de distribution alimentaire et de distribution d'eau. Vous vous souvenez, ça semble loin presque aujourd'hui. Mais on était quand même pendant les 3-4 premiers mois au moins dans une situation d'urgence majeure, avec vraiment des populations qui se levaient le matin en se demandant comment ils allaient manger, comment ils allaient boire dans la journée. Donc ça a représenté vraiment une part très importante de nos soutiens. Et c'est passé beaucoup par des petites associations de quartiers, de villages qui avaient accès aux populations les plus éloignées. Très rapidement aussi, on a souhaité investir sur la santé parce qu'on craint toujours, après ce type de catastrophe, les épidémies. En particulier sur des territoires insulaires, en particulier à Mayotte, où malheureusement, ces dernières années, ont ressurgi des maladies qui peuvent se propager assez rapidement. Donc, on a travaillé là-dessus, évidemment, en lien avec l'ARS et l'hôpital de Mayotte, toujours en passant par les associations, plutôt pour financer des actions qui aillent aller vers les populations qui étaient blessées, malades, qui avaient perdu l'accès quelquefois à des médicaments. On pense notamment aux personnes avec des maladies chroniques ou ce type de situation. Donc ça a été vraiment les urgences majeures les premiers mois. Après, il faut très vite penser au relèvement du territoire. On ne peut pas rester dans l'urgence éternellement. Donc, dès le mois de février, on est rentré en contact avec des groupements agricoles et la Chambre d'agriculture et la DAF pour voir comment on pouvait très vite relancer la production agricole locale. Vous avez la chance à Mayotte d'avoir une capacité agricole assez forte, mais tout était perdu. Vous vous souvenez, l'agriculture était complètement ravagée, la nature était complètement ravagée, donc ça a été aussi un point d'attention très fort. Et on a été très sollicités par des associations sportives, notamment, qui avaient perdu tout leur matériel, leurs infrastructures, leurs équipements. Alors, on a au début été assez surpris par le flux de demandes en la matière. Et puis, c'est Mayotte et le sport et les associations sportives jouent un rôle très très fort dans la cohésion sociale et puis aussi peut-être aider les gens, en particulier les jeunes, à sortir du traumatisme qu'avait généré cette catastrophe. Alors, qui peut prétendre à ces aides ? Les collectivités ne le peuvent pas. Est-ce qu'un particulier peut le faire ? Non, alors seulement les associations et seulement pour des projets d'intérêt général et seulement pour des projets d'intérêt général en lien avec Chido, puisque cette collecte a été réalisée. Nos donateurs nous ont donné des fonds
pour aider Mayotte à se relever de Chido. Donc effectivement, on ne peut pas financer directement des individus et on ne peut pas financer des organismes publics, établissements publics, collectivités, États. Voilà. Donc en revanche, on a un dialogue très 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 régulier avec les pouvoirs publics parce que il faut qu'on se coordonne, hein, bien sûr. Si on veut que notre action soit durable, c'est très important pour nous de pouvoir discuter avec eux des priorités et de la façon dont on va avancer ensemble. Quand vous dites 19 millions d'euros engagés, qu'est-ce que ça veut dire engagé? Est-ce que l'argent est déjà versé ou pas encore? Ça veut dire que très concrètement, on a décidé de verser 19 millions d'euros à un certain nombre d'associations, un peu plus de 260 projets associatifs. Et en revanche, quand nous décidons de verser une aide, un soutien de 5 000, 10 000, 50 000 euros ou plus, on ne verse pas tout l'argent en une seule fois. Pourquoi? Parce que les donateurs, ils font confiance aussi pour que leur argent il soit bien utilisé. Donc, généralement, on va verser, alors en fonction de la durée des projets, c'est variable, on va verser 50%, 60% ou 80% tout de suite. Et le reste, on attend de voir quelques mois, vérifier que l'association elle a bien fait le travail, que ça fonctionne bien, que ça répond bien aussi aux besoins de la population. Et ensuite, on verse le complément. Donc aujourd'hui, sur ces 19 millions, en fait, ça c'est le montant, on en a versé un petit peu moins, on est à 17, je crois. Ouais, 17 millions, ouais. Voilà. Alors, justement, en parlant de ces associations, est-ce qu'elles arrivent à se plier, j'ai envie de dire, aux critères de la Fondation de France, qui sont les mêmes critères partout? On le sait ici à Mayotte, les démarches administratives sont un peu lourdes, on n'est pas vraiment habitué à ça. Est-ce que vous arrivez à travailler? Alors, sur le principe, il y a deux choses. Il y a une partie des critères, comme vous dites, sur lesquels on ne peut pas transiger. C'est ce que Karine expliquait à l'instant, c'est-à-dire il faut que le projet soit porté par une association, par un collectif en fait de citoyennes, de citoyens qui veulent s'engager pour l'intérêt général. Pour l'intérêt général, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager pour un projet qui va bénéficier à tous, c'est-à-dire qu'on n'a pas défini à l'avance que ça va bénéficier à telle ou telle personne. Ça, ce sont des critères sur lesquels on ne va pas déroger. Ensuite, il faut que l'association, elle existe déjà, qu'elle soit structurée, c'est-à-dire qu'on puisse avoir confiance dans le fait que, au moment où on va démarrer, les personnes, même si elles étaient guidées par une très bonne volonté, vont pas y arriver. Donc, souvent, on demande d'avoir les comptes de l'association, connaître les statuts, savoir comment elle fonctionne pour s'assurer qu'elle existe bien et que ça marche. Donc, ça, ce sont des critères sur lesquels on va jamais déroger. Ensuite, dans le cas ici à Mayotte, le critère majeur, c'est est-ce qu'on est bien sur un projet post-Chido, c'est-à-dire réparer ce que Chido a abîmé. Ça on ne va pas déroger. Et ensuite, ça, la partie sur laquelle, entre guillemets, il ne s'agit pas de déroger, mais on sait aussi qu'il faut nous adapter parce que tout le monde n'est pas parfaitement à l'aise avec des formulaires, des trucs qui semblent très administratifs. Donc, Karino travaille toujours avec son équipe pour faire des formulaires ou des demandes beaucoup plus simples pour s'adapter aussi, au fond, à la taille des associations, parce qu'il y a des petites structures qui ont du mal, d'autres plus grandes qui arrivent très bien. Donc oui, là-dessus, on est très souple et on essaye de répondre au maximum et de nous adapter. Ah, mais alors justement, comment est-ce que vous garantissez cette transparence envers vos donateurs et le suivi des fonds que vous versez? Alors, déjà, on fait des visites très régulièrement à Mayotte parce que la relation humaine ne pourra jamais être remplacée par le papier. Ensuite, on a, je vous disais... Vous avez une équipe sur place ici? Alors, on n'a pas d'équipe sur place. C'est un choix qu'on fait de ne pas envoyer de personnes. Ça coûte cher. Voilà. Alors, on préfère mettre l'argent dans les projets, honnêtement. Par contre, on vient régulièrement. Et on a quand même, on est en contact avec plusieurs personnes de confiance ici à Mayotte, y compris des personnes qui travaillent quotidiennement avec les associations de Mayotte depuis toujours, qui nous aident à mener ce qu'on appelle l'analyse réputationnelle. C'est-à-dire que si on a un doute sur la nature ou les objectifs de l'organisation, on peut appeler ces personnes. C'est même souvent elles qui nous appellent directement en disant... On sait que telle organisation vous a déposé un projet, n'y allez pas, il y a tel ou tel problème. Donc ça, c'est vraiment remarquable. Je n'ai jamais vu ça auparavant. Il y a une solidarité, y compris
entre toutes ces personnes qui accompagnent les associations de Mayotte pour s'assurer que ce soit les bonnes associations qui soient financées. Après, la redevabilité vis-à-vis de nos donateurs, elle est assez intense. D'ailleurs, la Cour des comptes nous félicite régulièrement pour ça, puisque vous avez peut-être observé, dès un mois après Chido, on a sorti un premier bilan, et puis un bilan de 2 mois, et puis un bilan de 3 mois, et puis un bilan de 6 mois. Aujourd'hui, on a sorti notre bilan des 1 an. On vient sur place. On vous remercie de nous avoir invités, parce que c'est très important pour nous, à travers les médias, et notamment les médias du territoire, de pouvoir expliquer ce qu'on a fait de cet argent, non seulement à nos donateurs, mais surtout aux populations de Mayotte, à qui on doit cette redevabilité. Et de manière très simple, hein, sur le site internet de la Fondation de France, il y a toute la liste de tous les projets qu'on a soutenus, c'est-à-dire que on est totalement transparent, c'est-à-dire que c'est parfaitement à livre ouvert. Voilà, on sait exactement comment l'argent a été utilisé et où ça en est aujourd'hui. Alors, combien de temps est-ce que vous avez pour utiliser cet argent? Et s'il n'est pas utilisé dans les temps, qu'est-ce qu'il adviendra? Alors, nous avons le temps que nous choisissons. Et la Fondation de France est assez particulière de ce point de vue-là, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'acteurs qu'on peut appeler des urgentistes ou des humanitaires, entre guillemets, qui viennent, qui travaillent pendant le temps de l'urgence, c'est-à-dire quelques mois après la catastrophe, et qui repartent. Nous n'avons jamais fait ce choix-là parce que pour nous, il était important, quand le donateur fait un don pour une cause, au fond, il veut à la fois témoigner sa solidarité avec les personnes qui sont dans la détresse la plus grande à cet instant-là, mais il veut aussi que son argent, il permette à la personne qui l'a vu dans les médias, à la télévision ou je ne sais dans quel support, de pouvoir retrouver une vie. Et donc la Fondation de France se dit, nous, ce qu'on veut, c'est que cet argent, il permette de contribuer à reconstruire la vie. Et donc, on n'est pas du tout, nous, dans un temps court, mais au contraire, dans un temps long. Donc, généralement, lorsque nous nous engageons comme ça dans une opération d'urgence, le pas de temps avec lequel on travaille, en gros, c'est à peu près 5 ans. C'est-à-dire qu'on travaille, comme Karine l'a expliqué tout à l'heure, sur les premières semaines, mois de l'urgence. Et puis après, là, nous sommes 1 an après. Là, il faut vraiment commencer à travailler, penser l'après, la reconstruction de la vie. Donc, nous allons rester longtemps à Mayotte. Alors, j'ai perdu ma question, mais la transparence, donc ça, c'est bon, on l'a fait. Non, ah oui, voilà. Donc, quel besoin vous avez, parce que vous êtes venu, ça fait 1 an que vous venez régulièrement à Mayotte, en tout cas, vos équipes viennent à Mayotte. Quels besoins est-ce que vous avez, vous, identifiés, peut-être, qui ne sont pas remontés ou peut-être les associations n'ont pas fait remonter? Ah, très, très bonne question. On en discutait d'ailleurs hier avec le président du conseil départemental et son équipe. On aimerait tellement que la reconstruction de l'habitat aille plus vite. Malheureusement, sur tous les terrains sur lesquels on intervient depuis des dizaines d'années, la première année, c'est souvent compliqué parce qu'il y a énormément de problématiques juridiques, administratives, foncières. Il y a un tel nombre de maisons détruites, laquelle on choisit, voilà. Donc ça c'est, mais on a, alors là pour le coup on a des projets qui remontent depuis plusieurs mois et qui demandent beaucoup de travail et qui sont en train d'aboutir. Donc là ça y est, on va vraiment pouvoir commencer à accompagner de façon beaucoup plus concrète les habitants dans la réhabilitation de leur foyer. Ça c'est très important parce que sans un toit sur la tête, c'est difficile d'aller travailler, de retrouver une vie sociale, professionnelle, etc. Et puis, il y a un autre sujet sur lequel on travaillait déjà à Mayotte avant Chido, et qui est un sujet très complexe pour tout le monde, hein, c'est celui de l'eau et de l'assainissement. Et j'élargirais même jusqu'à la gestion des déchets, d'autant plus après Chido. Sachant que là, on est sur vraiment des gros chantiers. C'est pas forcément la mission de la Fondation de France de gérer l'eau de Mayotte ou les déchets, mais comment on peut associer les citoyens à ces questions vitales pour filer un coup de pouce au système de façon durable, parce que c'est quand même un gros enjeu sur Mayotte. Oui, typiquement, pour éclairer, je vais prendre la gestion des déchets. C'est une responsabilité des pouvoirs publics que de gérer les déchets à Mayotte. En revanche, nous sommes persuadés qu'il faut aussi que les habitants de Mayotte prennent conscience aussi
de ce travail-là. Et donc, impliquer à travers des associations, comme ça se fait de nombreux endroits en France, de ramassage, de tri, de sensibilisation aussi, de compréhension de l'impact en fait de la mauvaise gestion des déchets sur l'environnement de Mayotte et on a sous nos yeux cette merveilleuse île qu'elle laisse. C'est un trésor naturel en fait Mayotte. Donc c'est aussi sensibiliser à la prévention et à la préservation de cet écrin qu'est Mayotte. Alors rapidement, peut-être pour les petites structures qui ne savent pas comment faire, si elles ont besoin de ces aides-là, comment est-ce qu'elles font pour en bénéficier? Alors, tout à l'heure, on a évoqué un formulaire qui est en ligne sur notre site internet. Toutes les personnes qui travaillent sur les questions de politique de la ville, les organismes d'accompagnement des associations, que ce soit CRES, BGE, etc., savent parfaitement accompagner aussi les associations qui en auraient besoin dans le remplissage de ce formulaire. Mais le formulaire n'est pas obligatoire, hein. Je le redis, c'est pour donner une idée de nous, ce dont on a besoin pour pouvoir prendre une décision. Mais on a aussi des plus petites associations qui simplement écrivent sur un document Word leurs besoins. De toute façon, nous rappelons toutes les associations. Alors, on a reçu énormément de demandes. On n'avait jamais vu ça à la Fondation de France après des catastrophes. On a reçu plus de 800 demandes de financement. Et on rappelle chaque association une par une. Du coup, on est en retard. Mais on est en retard pour la bonne cause. C'est parce qu'en fait, on souhaite vraiment passer du temps avec chacune de ces personnes, de ces organisations qui nous a contactés pour nous faire un appel à l'aide, pour comprendre, quelquefois retravailler un petit peu le dossier avant de le présenter à notre comité, hein, puisque ce n'est pas les salariés de la Fondation de France qui décident, ça c'est aussi très important. On constitue pour chaque urgence un comité d'experts bénévoles qui n'ont aucun intérêt de quelque nature que ce soit sur le territoire, mais qu'ils connaissent. Donc ça peut être des anciens inspecteurs de l'éducation nationale. On a actuellement dans notre comité, qui est en visite avec nous cette semaine, l'ancien directeur de l'ADAF, des chercheuses qui ont travaillé sur les différentes problématiques à Mayotte. Et ce sont eux qui, collectivement, doivent arriver à un consensus sur chaque projet qui est discuté dans ces comités. Ces comités se sont réunis plus de 30 fois depuis décembre dernier. Ils n'ont pas pris de vacances. Et le premier comité, je crois que c'était le 20 décembre. Enfin, c'était une semaine après. J'en profite pour saluer ce travail dans l'ombre de nos bénévoles sans qui ça serait pas possible. Eh bien, merci beaucoup, mesdames, d'avoir répondu à mes questions. Vous restez avec nous pour les questions des auditeurs.